Bonjour tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hassan Baraka, sportif de l'extrême et coach motivationnel. Comme promis, je vous réserve aujourd'hui une surprise. Lors de cet épisode, je vous invite à venir vivre avec moi les 96 heures que j'ai passées au pôle Sud. Cerise sur le gâteau, donc l'audio que vous allez écouter, donc, qui est le chapitre 7 du livre La force de l'échec. Sans plus attendre, direction l'Antarctique. Donc me voilà en Antarctique, le camp Union Glacier. Alors ici, ça, il faut savoir que les gens n'habitent pas ici, étant donné que les températures avoisinent les moins 80, les moins 90 degrés, donc en hiver. Là, ils sont ouverts que durant 3 mois, durant l'année. Hello. Hey, how you doing? Hassan, Zach. That's it. voilà, donc ils travaillent ici. Je vais leur demander donc s'ils connaissent où est le Maroc. Do you know Morocco? Yes, I've been in Morocco a couple of years ago. Yes. Yeah, very You, beautiful you like country. it? Yeah, I've been in Tanger and Rabat and Casablanca. Ah, great. So that's a little gift from my country. So okay. Oh, thank you very much. Okay. La mano de Fatima. Traditional things. Yes. Yes, and we use it at Terboche, and this is the Belra. Okay. Have a great time. Bye bye. Bye bye. Thank you. Voilà, on est arrivé encore une fois à promouvoir le Maroc loin, là au pôle sud, donc on va continuer sur les prochaines étapes. Et puis je vous enverrai une lettre postale d'ici. L'après-midi, et bien que le départ était prévu pour le 20 janvier au matin, Richard, l'organisateur du World Marathon Challenge, nous annonçait à 18h qu'un créneau était disponible pour pouvoir voyager au pôle Sud et qu'il fallait en profiter. Il ne nous restait plus qu'une heure pour ranger nos affaires. Là, on s'active un petit peu parce qu'ils nous ont donné l'annonce il y a 15 minutes qu'il fallait être prêt donc pour pouvoir partir. Et on est déjà tous habillés avec les pantalons qu'on portera au pôle Sud. Comme ça, on part directement à l'aéroport pour ensuite enchaîner avec un vol de 4h30. La pression commençait à monter. C'était une sensation bizarre car d'un côté, j'étais excité à l'idée de savoir que tout allait commencer enfin, mais d'un autre côté, une légère angoisse m'envahissait. Bien que je n'ai que 4 heures de vol de Punta Arenas jusqu'au pôle Sud, les conditions dans lesquelles nous allions voyager me faisaient croire que je quittais la planète Terre pour me rendre sur une autre planète. Un bref échange sur Skype avec ma femme m'avait réussi à me calmer et me donner le courage nécessaire pour débuter l'aventure. Donc là on est à l'aéroport de Punta Arenas, on va donc prendre un vol pour aller au pôle Sud. Ils nous ont appelé au dernier moment pour nous dire que le climat était idéal pour voyager tout de suite. On a eu 20 minutes pour faire toutes nos affaires, plier bagages. Puis voilà, donc là on va monter dans un avion de marchandises, on va dire russe, qui va nous déposer là-bas. On en a pour 4h30, 5 heures de vol. Voilà, donc je suis motivé, je suis très confiant et puis j'ai hâte de voir un peu, on va dire, la grandeur de cette belle nature et la grandeur de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et voilà, j'espère pouvoir lever haut le drapeau marocain. Et je voudrais remercier tous mes sponsors et tous mes partenaires, tous les gens qui me soutiennent. Un grand merci. Tout est passé tellement vite. Départ de l'hôtel, arrivée à l'aéroport, passage par un couloir spécial pour nous retrouver directement sur le tarmac avec en face de nous un mastodonte d'aéronefs. Un énorme avion militaire russe de transport de marchandises et provisions allait nous transporter jusqu'à la fin du monde. Bien au-delà de la fameuse terre de feu de la Patagonie argentine, Ushuaia que déjà les locaux surnomment El Fin del Mundo. Et je suis prêt à décoller. Nous voilà dans l'avion russe de marchandises pour nous emmener au pôle Sud dans 4 heures. In case emergency landing on water, you have personal life vest. Strap underneath your seat. Une fois à bord, nous avons eu droit aux présentations avec l'équipage russe et à un speech du commandant. L'avion ne disposait pas de hublot, mais nous avions quand même une vue panoramique des zones que nous survolions grâce à une caméra placée à l'extérieur de l'engin et qui transmettait les images sur un écran géant. J'avais essayé de fermer l'œil un instant, sans succès. L'état d'excitation dans lequel se trouvait toute l'équipe ne le permettait pas.
Une fois arrivés à destination, nous avons été accueillis par une ribambelle de véhicules tout-terrain avec des roues de 2 mètres de diamètre. Une route était tracée jusqu'au camp de base. L'avion se pose à quelques kilomètres du camp pour qu'il ait suffisamment d'espace pour atterrir en toute sécurité. Sur la route, nous croisons les 7 nains de Blanche-Neige, des petites statuettes de ces fameux personnages se trouvaient plantées au bord de la route. Ça m'a paru assez sympathique comme idée. Donc voilà, il y a même un terrain de volley comme vous pouvez le voir derrière moi. Une fois dans le camp, on a commencé par nous expliquer certaines normes de base de la vie et éventuellement de survie sur place. Le camp était délimité par de petits drapeaux plantés dans la neige. Il fallait éviter de s'aventurer en dehors de ce périmètre et dépasser les drapeaux, sous quelque prétexte que ce soit, car à n'importe quel moment, on risquait de se retrouver à marcher sur une crevasse qui peut faire entre 20 et 80 mètres de profondeur. Ça va sans dire que si on tombe dans ce genre d'endroit, bonjour l'hypothermie et ce qui s'ensuit, si on n'est pas retrouvé à temps. Avant cela, il y a le péril immédiat de se fracasser les os lors d'une éventuelle chute. Le camp était divisé en 2 parties. Au nord, les tentes où nous devions séjourner 2 par 2. Au sud, les parties communes, dont le réfectoire, où nous passions le plus de temps ensemble, bien au chaud. Dans ce même réfectoire se trouvait un écran où étaient affichés les noms de toutes les personnes séjournant sur place. Si l'un d'entre nous sortait pour effectuer une petite séance d'entraînement de footing ou autre, il fallait le notifier au poste de contrôle qui affichait sur cet écran que telle ou telle personne était sortie. Ça nous permettait à tout moment de savoir qui était dans le camp et qui était en dehors. Si les personnes sorties du camp passaient trop de temps sans donner de nouvelles, une équipe de sauvetage était constamment prête à aller les chercher. Si par exemple on sort de la zone là où vous voyez le drapeau rouge là, je sais pas si vous voyez le drapeau rouge derrière moi, le camp en fait est entouré d'un périmètre de drapeau rouge. Ces périmètres nous permettent de connaître où se trouvent les crevasses en fait, pour éviter de tomber dedans. Les crevasses, ça peut être des crevasses qui vont de 5 à 80 mètres, donc il faut éviter de mettre les pieds dedans. Et donc à chaque fois que l'on quitte cette zone-là, celle du camp, il faut aller, on va dire, donner son check-out et son check-in à chaque fois que l'on part et que l'on revient, et on doit le faire dans le bâtiment juste derrière nous. Past camp over there, 500 meters past the safe boundary, we have big crevasses. Some of them as big as this tent, so they're hidden oftentimes by the snow. So if you left camp, there's a very, very real hazard out there. So that's why we have the boundary where it is. We know that the ground is safe under us. We study it all the time and make sure that it's safe here. And on our race routes and travel routes, it's safe. But outside of those travel routes and camp boundaries, it's considered unknown and potentially hazardous terrain. On est le mercredi 20 janvier, donc il est 10h30 du matin. On a atterri, donc tout le groupe et moi, donc à 3h30 concrètement. Donc le temps de faire une petite sieste. Donc là vous pouvez voir que je suis installé dans, on va dire, une tente de 2 personnes. On est assez bien, toutes les commodités. Il y a un transat, un sac de couchage qui donne hyper chaud, sinon on aurait froid. Là il fait une température à peu près de moins 8 degrés thermique sous la tente. Voilà, donc sac de couchage. Là, je suis Union Glacier. On dirait pas, mais les UV tapent hyper fort. Là, dès qu'on enlève un peu sa main du gant, on sent qu'elle est en train de se brûler. Tellement le soleil tape fort là. Voilà, je me redirige vers les douches. Donc, vous voyez un peu le soleil qui est derrière moi, mais il est 23h30. Autre particularité de la vie au pôle sud, c'est qu'il nous était strictement interdit de salir la neige en jetant le moindre aliment ou d'uriner par terre.
Le fait que le camp était équipé de douches qui fonctionnaient avec de l'eau extraite de la neige grâce à un moteur qui la faisait fondre en la réchauffant. Tout bout de neige fondue et bouillie pouvait aussi servir comme eau potable. Et là on pompe en fait avec cet interrupteur. Et une fois qu'on a pompé avec cet interrupteur, l'eau descend comme une douche normale d'ici en haut. Et en fait voilà, c'est une douche à peu près, ce cube là, ça prend à peu près 3 minutes. Good night and have a rest. Bye bye. Bye bye. Voilà pour la douche. Passons à la suite. Par ailleurs, dans un souci d'économie d'énergie, il nous était formellement interdit d'utiliser plus d'un seau d'eau par jour et par personne pour les besoins de notre toilette. Une des règles qui m'avait épaté était celle qui stipulait qu'aucun déchet humain ne devait rester sur le continent blanc. Même les défécations de l'être humain étaient rapatriées sur Terre à la fin de chaque saison. Il nous était demandé d'uriner dans des bouteilles que nous versions dans des conteneurs qui eux aussi allaient retourner au Chili. Bref, une longue série de mesures devait être respectée, mais malgré toutes ces contraintes, je dois avouer que ce que j'ai vécu sur cette autre planète fut quelque chose de magique. Mercredi 20 janvier 2016, il est 21h30, donc on ne le dirait pas parce qu'il y a énormément de soleil et de lumière. Donc je m'apprête à me coucher, donc après ma première journée, on va dire, en Antarctique, donc où j'ai pu faire un petit footing de 5 km. La course est prévue dans 2 jours. Donc première difficulté, c'est on va dire la transpiration, donc c'est-à-dire que on essaie de se couvrir en pensant qu'il va y avoir énormément de vent, mais on commence à transpirer, et la transpiration fait que on commence à avoir froid très vite. Et donc je pense que la clé va être de gérer on va dire les vêtements qu'on portera lors de la course. Je serais content d'être ici, de vivre cette expérience inoubliable et de vivre, on va dire, ces moments uniques dans cette vie. Il faisait jour constamment, et bien que la fin du dîner de chaque soir sonnait l'heure d'aller se coucher, je dois avouer que mon horloge biologique était totalement déboussolée. Je dormais et me réveillais continuellement du fait de ces divers changements, du fait de l'excitation du défi que je m'apprêtais à relever, mais surtout à cause des ronflements tonitruants de mon compagnon de tente, Stéphane. Deux nuits se succédèrent et il m'était impossible de fermer l'œil à cause des nuisances sonores nocturnes de mon collègue de course. Cela me dérangeait outre mesure. Je me disais que j'allais avoir 7 longs jours devant moi et qu'il fallait que je me repose un maximum pour anticiper sur l'inéluctable fatigue qui s'annonçait. Je m'obligeais donc à sortir de la tente pour décompresser et de pas m'énerver contre lui. Le pauvre ami n'y était pour rien. Il en était conscient et me demandait même de le bousculer s'il faisait trop de bruit. Mais il s'arrêtait à peine 2 minutes avant de reprendre de plus belle. Le fait de sortir en plein milieu de la nuit, éclairé, me permettait de profiter du calme absolu et d'une magnifique vue sur le mont Vinzen. Une étendue blanche immaculée s'étendait devant moi jusqu'à l'horizon. Je ne dormais pas, mais je profitais de chaque instant comme si c'était la dernière fois. Un dernier instant à vivre. J'étais pleinement conscient que ce n'était pas donné à tout le monde de passer quelques jours au pôle sud, et je voulais profiter un maximum de cet incroyable paysage qui s'offrait à mes yeux. Tout le monde dort, ça va attendre à côté de moi. Et moi, j'ai de grandes chances, alhamdoulilah, de vivre cette expérience inoubliable, de silence, de cette connexion. Une des consignes, c'est qu'une fois qu'on est revenu de l'extérieur du camp, vous voyez bien qu'on est revenu au camp, il faut toujours aller reporter son retour à la cabine bleue, là-bas à la troisième cabine bleue. Voilà, avant de sortir, on notifie son part et au retour, on notifie son retour. C'est important pour qu'en cas, on va dire, de pépins ou de problèmes, on puisse réagir à temps parce que l'on ne donne pas de signe de vie avant notre retour. Voilà, c'est les derniers jours du camp, donc ils sont en train de démonter. Ils sont en train de démonter toutes les
les structures. Donc voilà, juste après le marathon, ce camp qui a passé 3 mois d'activité, donc cet été, on remballe jusqu'à l'année prochaine. C'est comme ça que ça se passe. Étant donné que l'on ne peut pas vivre ici à moins 80, moins 90 en hiver. Voilà. À l'heure du petit déjeuner, nous nous réunissions tous au réfectoire et tous sans exception avaient entendu Stéphane ronfler depuis sa tente. Il pouvait aisément s'imaginer mon calvaire, sans que j'aie besoin de spécifier que je dormais sous la même tente que lui, sur le transat d'à côté. Tout un supplice. Loin des miens et de la civilisation, je ne disposais pendant les 4 jours de mon séjour sur l'Antarctique que de 15 minutes de communication par téléphone satellite que j'essayais de répartir du mieux que je pouvais. La cabine téléphonique. On peut bien réaliser des appels à partir d'ici, comme on fait, on a appel à travers on va dire un téléphone satellite. Téléphone satellite, on peut acheter une trentaine de minutes pour pouvoir appeler, pouvoir échanger un peu avec. J'appelais tous les jours ma femme Feyrouz pour lui donner de mes nouvelles afin qu'elle les transmette à ma famille, mais surtout pour entendre la voix de celle qui me motivait et me poussait à combattre l'insomnie et les conditions difficiles dans lesquelles je me trouvais. La nuit du 21 janvier 2016 allait être spéciale, car nous étions censés commencer le 22, le grand défi. Encore une fois, les ronflements de Stéphane ne me laissaient pas dormir, mais cette fois-ci, je décidai d'aller dormir dans le sas d'entrée du réfectoire. Au départ, ça semblait calme et personne ne me dérangeait. Mais aux alentours des 3h-4h du matin, la porte ne cessait plus de s'ouvrir et de se refermer en émettant un léger grincement, doublé du léger bruit qui caractérisait le claquement d'une porte de campement. De plus, une légère brise fraîche accompagnait chaque entrebâillement de celle-ci. Sur un camp pareil, nombreux sont ceux qui ont des missions nocturnes, des insomnies ou tout simplement le besoin de sortir de leur tente respective, échanger avec les autres, boire un thé bien au chaud ou charger leur appareil électronique. La cafétéria devenait le lieu animé par excellence et elle ne désemplissait pas. Je dois avouer que malgré tout ce vacarme, je préférais le claquement de la porte et sentir la brise fraîche plutôt que supporter les ronflements à répétition de mon collègue allemand, qu'il veuille bien me pardonner, qui au bout de 3 jours était devenu une véritable torture chinoise. Bien que n'ayant pas pu vraiment me reposer, j'essayais de profiter de ce dernier jour de la meilleure façon possible. L'après-midi, nous avions eu un briefing pour nous expliquer que nous étions dans l'attente des conditions météo, et dès que l'avion russe serait dans la capacité de venir nous récupérer, nous commencerions le premier marathon du World Marathon Challenge. Considering the weather forecast, in fact, essentially, with lots of discussions with Richard, we are going to have to start the race before we know exactly whether the Ilyushin is coming. À la suite de ce briefing, convaincu d'un moment certain de répit, j'essayais de faire une dernière sieste en attendant les nouvelles du commandant russe. Mais c'était sans compter encore une fois sur mon collègue Stéphane. Mon bonheur ne dura qu'une demi-heure avant que mon ami fatal ne débarque dans la tente pour se reposer à son tour, et bien entendu, avec les ronflements de rigueur. Ça fait 62 heures qu'on est en Antarctique. Le marathon du pôle Sud donc commence dans 2-3 heures. Voilà, j'ai pas pu dormir tous ces jours ici à cause donc de la lumière qui est très forte. Mon collègue de tente, donc l'allemand Stéphane, qui n'arrête pas de ronfler. Donc en plus du jet lag, du long voyage, du stress, de la fatigue physique. Mais voilà, très motivé et puis j'ai hâte de pouvoir lever haut le drapeau marocain lors de ces 7 marathons, ce défi hors norme. Je finissais par commencer à me douter qu'il le faisait exprès. J'étais l'un de ses concurrents pour le World Marathon Challenge. Il n'en fallait pas plus pour que je ne sois pas assez reposé pour débuter convenablement le défi. Le soir même, Richard nous annonça la bonne nouvelle. Nous pouvions débuter à 22h. Le parcours du marathon était bien entendu de 42,2 km, mais pour des raisons logistiques, nous allions faire 4 tours de 10,5 km environ. À chaque tour, nous allions repasser dans le camp, ce qui nous permettait de nous sentir en sécurité et de recevoir des secours immédiats
en cas d'hypothermie par exemple. À quelques heures du premier marathon ici en Antarctique, on déjeuner, comme vous pouvez le voir, soupe de brocoli, des pâtes. Richard avait donné le départ en nous expliquant que ce n'est qu'à la fin des premiers 10 km que nous saurions si l'avion pouvait venir nous chercher ou pas, et que dans le cas où les conditions ne le permettraient pas, nous allions arrêter après ces 10 km pour reporter le départ au jour suivant. Le départ de la première étape du World Marathon Challenge va commencer dans une demi-heure, une heure. Voilà, donc en fait, on va commencer à courir et au bout d'une demi-heure, on saura si l'avion russe en fait qui est censé nous rapatrier sur le territoire chilien pourra passer à cause des conditions climatiques. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà rangé nos affaires. Si c'est possible, ben, tant mieux. On enchaînera juste après avoir couru le marathon avec le marathon donc de l'Amérique du Sud. Sinon, en fait, il faudra annuler la course et reporter au lendemain pour pouvoir tout réaliser en 7 jours. Donc en 168 heures. De là est le défi du World Marathon Challenge de pouvoir courir les 7 marathons en 7 jours. 2, 1. Heureusement, le compte à rebours des 168 heures débuta et je m'élançai avec enthousiasme et détermination. Les prochaines lignes raconteront une inoubliable frénésie et une succession de péripéties qui se succédèrent au courant de la semaine, la plus folle que je n'ai jamais vécue. Heure moins 168, le 22 janvier à 20h, heure du pôle sud. Dès les premiers kilomètres et bien que suffisamment couvert et adéquatement équipé, je sentais le froid parcourir toutes les parties de mon corps. Je portais 2 paires de gants, 2 paires de chaussettes, des chaussures type Gore-Tex pour éviter que l'eau n'y pénètre, un bandeau pour les oreilles. Si l'on oublie de se cacher ses oreilles par des températures avoisinant les moins 20 degrés, on peut sérieusement endommager les parties laissées à découvert. Un bonnet, des lunettes pour protéger les yeux de la réverbération des UV sur la neige, et uniquement 2 couches au niveau du bas, c'est-à-dire leggings et un pantalon coupe-vent. Enfin, 2 couches au niveau du haut, un sous-vêtement à manches longues technique ainsi que le coupe-vent anti-pluie. Il était important de prendre conscience qu'il ne servait à rien de trop porter 2 couches, car plus on en porte, et plus on transpire, et qui dit sueur, dit congélation de celle-ci à cause du froid. Ce froid reste en contact avec le corps, et l'on peut souffrir d'hypothermie. J'ai vraiment l'impression d'être sur une autre planète. Ce qui est difficile à gérer, c'est que comparé aux autres coureurs, Singapour, Japonais, ou même quelques Américains, qui sont plus légers que moi. Moi là, avec mes 80 kilos, je m'enfonce un peu dans la neige. Donc c'est un peu compliqué. Il y a aussi l'histoire des lunettes, il y a un peu de buée dessus. On peut pas les enlever à cause des UV qu'il y a ici au pôle sud. Puis voilà quoi, à part ça, il faut se changer. Là, j'ai pu me changer tous les 10 km, j'ai pu me changer et mettre, on va dire, une couche en dessous de nouvelles parce qu'à chaque fois je finis gelé. Et puis voilà quoi, très motivé et très heureux de vivre cette expérience. Plus que 7-8 km, on est bon pour la première étape. Je vois vraiment rien devant moi. On dirait vraiment qu'on est sur une autre planète. Heureusement qu'il y a des petits drapeaux bleus que l'on peut suivre pour se repérer. Mais sinon tout est blanc. Tout est blanc. Incroyable. Magnifique cette belle planète. Magnifique. Préservons-la. Les kilomètres défilaient et je m'obstinais à avoir toujours la même routine au fur et à mesure de mon évolution. Je m'obligeais à m'arrêter continuellement à la tente de ravitaillement qui se situait au kilomètre 5, 15, 25 et 35 pour manger un petit croc d'une barre de céréales et m'étirer un peu. Je ne m'étais imposé aucun timing pour finaliser ce marathon. Tout ce que je souhaitais, c'était de garder de l'énergie pour les 6 autres épreuves qui m'attendaient. Je profitais donc de chaque tour de 10 km pour rentrer dans la tente de ravitaillement pour changer les sous-vêtements techniques que je portais. En tout, je me suis changé 3 fois, au 10e, au 20e et au 30e kilomètre. À chaque fois que j'enlevais le vêtement technique avec lequel j'avais couru, d'énormes glaçons tombaient par terre. Il s'agissait de ma transpiration qui s'était congelée. J'imaginais les conséquences dramatiques que cela peut causer à quelqu'un qui se retrouve en plein milieu d'un froid pareil sans possibilité de se changer. Arrivé à ce point précis, ça veut dire qu'il me reste 5 km. Ça c'est une station toilette avec une tente où on peut se ravitailler. Je vais vous montrer ce que c'est. Et une tente où on peut se ravitailler.
Faut que vous voyez un peu ça, regardez. Ça gèle. Et au-dessus, en haut, ici, c'est pareil. Je suis mort de froid, je vous dis pas. Mais bon, allez, time to have some drink. Heure moins 163. Il ne me restait plus que quelques kilomètres pour franchir la ligne d'arrivée, que je bouclais 30 minutes après. Le drapeau marocain à la main, que je le soulevais avec une grande fierté, après 5 heures 20 minutes et 30 secondes. À mon arrivée, j'entendis une des personnes présentes s'exclamer « Now I will always remember the Moroccan flag ». Maintenant, je me souviendrai toujours du drapeau marocain. Ce commentaire fut pour moi la plus grande récompense que l'on pouvait me donner à cet instant précis, beaucoup plus que la médaille que l'on me mit autour du cou quelques secondes plus tard. Voilà, après le premier marathon en 5h29, on quitte l'Antarctique. Là, on a quelques heures avant de courir à Punta Arenas, le temps de prendre le vol qui va durer 4h30 à peu près. On arrivera là-bas vers les coups de 8h et on va courir à 13h, heure chilienne. Voilà, c'est parti. Ça va me manquer. Un des axes fondamentaux sur lequel reposent mes défis sportifs avait atteint son objectif, celui de la promotion de mon pays, le Maroc, dans un endroit aussi éloigné de la terre. J'ouvre la partie. Direction Punta Arenas dans 4h30. Et voilà la médaille de ce marathon inoubliable du pôle Sud. À chaque fois que je la vois, je pense à cette grandeur de la nature et je me sens extrêmement vivant. À la semaine prochaine!